On va te laisser peut-être introduire Dimitri. Je ne sais pas comment tu as Ok, l'habitude très de bien. faire sur les conférences habituelles. Ok. Bah, tout d'abord, enfin, nous sommes vraiment ravis de vous avoir pour justement vous partager justement la consultation qu'on a fait dans le domaine du sport. Donc là, on est vraiment à un rapport intermédiaire, c'est-à-dire qu'il peut être encore modifié par la suite, mais on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Et puis il y aura donc, comme vous le voyez, un lancement officiel du questionnaire. Ce que je vous propose, c'est que d'abord, on vous montre un petit peu quelques éléments sur ce que c'est que les shifters ainsi que le Shift Project, et puis après, on ira plus dans le détail sur la consultation en elle-même. Alors, il faut bien voir les shifters, donc, qui est une association d'intérêt général, en fait, qui est engagée vraiment sur tous les enjeux énergie-climat. Plus particulièrement, l'objectif, c'est vraiment de décarboner notre économie, mais aussi l'ensemble des pans de notre société, aussi bien en France, bien sûr, mais aussi plus largement sur le plan européen. D'un côté, quand on dit décarboner, ça signifie utiliser moins d'énergie fossile et en utilisant moins d'énergie fossile, évidemment, ça réduit en fait les impacts en termes de gaz à effet de serre. Il faut voir aussi que les Shifters est une association d'environ 20 000 bénévoles et on est directement lié au Shift Project, donc qui est aussi une association. La différence, c'est que d'un côté, il n'y a que des bénévoles au sein des Shifters, alors que pour le Shift Project, ce sont des salariés qui réalisent notamment un certain nombre de rapports. Et nos deux associations ont vraiment comme fondement aussi bien des fondements scientifiques, pragmatiques et aussi apartisanes. Ce qui fait qu'on peut effectivement, on n'a pas du tout vocation à pousser comment dire, comment dire, des enjeux idéologiques, mais au contraire, en utilisant la science et en étant pragmatique, mais aussi en vraiment en faisant appel aux personnes, donc ici en l'occurrence le sport, eh bien, ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus proche du terrain. On a fait une consultation dans un autre domaine comme l'agriculture, qui a eu beaucoup de succès, près de 7000 agriculteurs, même plus de 7000 agriculteurs ont répondu. On a aussi beaucoup d'initiatives, aussi bien des groupes locaux comme à travers la France et même à l'étranger, environ plus de 50, et aussi beaucoup de cercles thématiques, dont un sur le sport. Et encore pas mal d'autres initiatives, comme par exemple un événement qui s'appelle l'Univers Shifté, qui est un événement annuel qui accueille aussi bien les shifters, les shifteuses, mais aussi ceux qui ne le sont pas. Et d'autres choses comme Projection Transition, qui est un ciné-débat sur les enjeux climatiques avec une œuvre précédemment et puis pas mal de discussions par la suite, un podcast aussi, Time to Shift, et même une plateforme en réalité, aussi qui permet de trouver un job pour décarboner l'économie ou pour intervenir sur les enjeux climat. Et juste pour terminer, on fait aussi pas mal d'interventions, aussi bien dans des écoles, mais aussi dans des entreprises, mais aussi dans des associations, y compris sportives. Donc voilà, nous sommes pas mal en pointe sur ce sujet. On a une association effectivement qui commence de plus en plus à peser. Dernier point, et puis après je laisse la parole donc notamment à Mehdi et à toute l'équipe. On a fait récemment un appel de fonds, enfin c'est avec le Shift Project qui a réalisé un appel de fonds avec qui on a travaillé, et qui a recueilli plus de 4 millions d'euros, et il y a eu plus de 30 000 personnes qui ont justement été donateurs, ce qui montre vraiment que le sujet est essentiel. L'objectif de cet appel de fonds, c'est d'intervenir sur notamment les présidentielles par la suite pour que le sujet énergie, climat, décarbonation soit vraiment un sujet essentiel comment dire, sur les sujets présidentiels. Et on va aussi bien sûr agir sur les municipales. Mais je laisse poursuivre voilà, sur la partie sport plus particulièrement. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Dimitri. Très content de pouvoir introduire cette présentation qui sera sur le sujet de la grande consultation du sport, qui est une grande initiative qui a été lancée en 2024 chez les Shifters, la grande initiative stratégique de la saison 24-25, si on prend des termes sportifs. Je suis accompagné ce soir de Simon Guibaudot, qui est le responsable de la phase qualitative, Alan Lemoine, qui est chargé de projet sport au Shift Project, et Younes Nezar, ingénieur et athlète qui a participé à la grande consultation du sport et qui représente ce soir les climato-sportifs. Merci à tous. Je vais commencer par présenter rapidement l'agenda ou le déroulé de cette soirée. Donc après le mot d'introduction de Dimitri, je vais commencer par vous présenter rapidement quel est l'objet de la grande consultation du sport, pourquoi est-ce qu'on la lance, dans quel contexte est-ce qu'on la lance. Je laisserai ensuite Simon et Younes prendre la parole pour partager les premiers enseignements de la phase qualitative,
qui est la première grande phase de la grande consultation du sport. Et je vous parlerai ensuite du lancement officiel du questionnaire à destination des responsables de clubs que nous lançons donc ce soir officiellement et qui pourra être relayé notamment via les fédérations et autres partenaires. Alors, si je commence sur la grande consultation… Je me permets de te couper, à noter que Marion Delpierre, qui est mentionnée dans le bloc du milieu, ne sera malheureusement pas de la partie puisqu'elle se rend aux championnats du monde de trail qui ont lieu après-demain dans les Pyrénées espagnoles. Voilà. Je pense qu'on peut l'excuser. On peut l'excuser. C'est quand même l'idée. Alors, je vais commencer sur la grande consultation du sport en vous donnant d'abord le contexte dans lequel elle s'inscrit. Concrètement, c'est un sujet qui est important chez les shifters et chez le Shift Project depuis au moins 1 an. On a travaillé beaucoup sur le sujet du sport, d'abord sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, avec un premier rapport qui est sorti en juin 2024. Puis le Shift Project qui a publié un rapport Décarbonons le sport avec un premier applicatif au football et au rugby en février 2025, qui a été mené notamment par Alan qui est présent ici ce soir. Et la prochaine étape. Donc l'objectif de la grande consultation, il est double dans ce contexte-là. Le premier, c'est d'étendre les travaux à tous les sports. Donc pas uniquement le football et le rugby, mais aussi les autres sports, sports de montagne, sports collectifs, etc. Et d'intégrer aussi un volet adaptation aux chocs énergétiques et climatiques qui vont arriver. Sur le modèle de la grande consultation des agriculteurs, ce que l'on souhaite réaliser ici, c'est d'aller au contact du terrain et de compléter nos analyses et en prenant le pouls du terrain, concrètement. Donc le rapport que l'on présente ce soir est un rapport intermédiaire suite à la phase dite qualitative. Il sera complété par des enseignements suite au questionnaire que l'on lance aussi ce soir pour un rapport final qui sera prévu en début d'année 2026. Alors, si on zoome plus précisément sur les objectifs de la grande consultation, on souhaite répondre à une question en réalité qui est comment est-ce qu'on peut continuer à faire du sport en 2050 ? On l'a vu l'été dernier, on l'a vu l'été encore d'avant. Beaucoup de chocs énergétiques et climatiques sont là et on les sent de plus en plus, notamment dans la pratique sportive. Concrètement, ce que l'on va réaliser dans cette grande consultation, on souhaite comprendre d'abord le niveau de sensibilité du monde du sport face aux risques environnementaux, les différents chocs qui vont arriver, leur vulnérabilité aussi, et leur capacité d'action et d'adaptation. On souhaite les impliquer ensuite dans l'idéation de solutions de décarbonation et d'adaptation, donc faire remonter du terrain des solutions qui sont acceptables par le terrain pour organiser la transition du sport, et enfin les soutenir, donc soutenir les différents acteurs du monde du sport dans leur transition, en mettant en place à leur côté certaines des solutions qu'ils auront estimées faisables et acceptables. En termes de planning, donc j'ai parlé de phase qualitative. On a commencé cette consultation en janvier dernier par une phase qualitative, donc des entretiens, une centaine d'entretiens qu'on a conduits jusqu'à l'été avec l'ensemble des représentants du monde du sport. Je laisserai Simon rentrer dans le détail là-dedans. On a une phase quantitative qui a démarré à l'été et qui continuera jusqu'à la fin du mois de septembre, fin du mois d'octobre, avec un questionnaire quantitatif qui est lancé auprès du sport amateur. Et on enchaînera derrière à partir de 2026 avec une campagne de restitution dans toute la France. Alors, je vais laisser la main à Simon peut-être pour rentrer dans le détail sur la phase qualitative. Donc, je rappelle que l'objet de cette conférence de presse est la publication du rapport intermédiaire suite à la phase qualitative. Et on reviendra plus tard sur le lancement du questionnaire. La parole est à toi, Simon. Très bien, merci Mehdi. Donc, vous l'avez compris, donc ce rapport s'appuie sur cette phase. On a ciblé donc 5 typologies d'acteurs du monde du sport qui nous semblent être les plus pertinents, en tout cas pour valoriser ce que pèse le sport, en tout cas au sens carbone, au sens problématique qui nous rassemble aujourd'hui. Évidemment, les sportifs amateurs, puisque c'est le dénominateur le plus grand, les organisations sportives
avec les associations, les fédérations, les ligues, les clubs amateurs, etc. Évidemment, les athlètes, pour le rayonnement et la caisse de résonance qu'ils peuvent avoir dans leur prise de position et dans leur façon de façonner aussi la culture du sport. Le secteur public a également été consulté pour être propriétaire et gestionnaire de certaines infrastructures qui permettent l'activité du sport. Et enfin, le secteur privé, dans lesquels on va retrouver des médias, on va retrouver des équipementiers, des fabricants, etc., etc. Donc, on a essayé d'être vraiment très complet dans la qualité de cible qu'on allait adresser. Un peu de méthodologie. Donc, on a rédigé des guides semi-directifs. Ça a été l'un des premiers travaux d'ailleurs qui ont été menés. On a ensuite recruté une trentaine d'intervieweurs dans le pool de shifters, tous bénévoles et tous formés à ces entretiens semi-directifs, parce qu'il faut savoir un petit peu de quoi on parle et quelles sont les typologies de questions qu'on a adaptées en fonction des 5 cibles dont je vous ai parlé juste avant. On a réussi à conduire en l'espace de 2 mois à peu près une centaine d'entretiens. Younes a d'ailleurs, qui prendra la parole un petit peu après, a d'ailleurs été l'un des répondants et donc qui nous ont permis de nous nourrir, je dirais, de cette matière et de la vision, des perspectives en tout cas de ces personnalités pour fabriquer notre rapport et nos recommandations. Et donc l'analyse de toutes ces données a été réalisée par une équipe de 8 personnes. Vous voyez un petit peu le trombinoscope. Donc, ça a été un travail de concaténation, de synthèse, évidemment, assez important. Et on remercie évidemment tous ceux qui ont contribué à ce travail, bien évidemment. Pour rentrer un tout petit peu plus finement dans la typologie des personnes, des fameux 100 entretiens qu'on a réalisés, vous voyez ici quelques indicateurs qui permettent de segmenter. Donc, on a, en fait, ça suit un petit peu les premiers éléments que je vous montrais tout à l'heure, à savoir qu'on a surtout une représentation des sportifs amateurs, évidemment, et des organisations sportives qui sont plus nombreuses, en tout cas, dans ces milieux, dans ces acteurs. On a une représentation forte de la course à pied et des sports collectifs, vous le voyez sur la partie droite. Et puis, dans le genre plutôt masculin, à 58%, et une représentation forte du segment 35-44 ans, qui doit correspondre peu ou prou à l'âge aussi des intervieweurs, je pense, puisque c'est évidemment le réseau immédiat des intervieweurs shifters qui a été consulté. Donc voilà pour vous donner un petit peu qualitativement les gens qui ont répondu. On a choisi pour faciliter la lecture d'identifier, de segmenter par 5 personas, un peu des masques sociaux ou des archétypes qui nous permettaient ensuite de décliner notre rapport. Donc, vous allez en avoir 5. Je vous les donne très rapidement. Donc, on a Michel, le jeune retraité qui pratique le vélo et le golf avec ses amis de façon régulière. Agnès, qui est une élue locale, responsable du service des sports de sa commune. On a Sophie, qui est entrepreneur, qui ouvre une salle de sport privée. Magali, qui est éducatrice dans un club de football, plutôt en zone rurale. Et on a enfin Abdel, qui est un sportif, un trailer professionnel. Voilà. Donc, on va essayer dans ce rapport intermédiaire, on va essayer de décliner la réalité de ces gens-là en fonction des réponses qu'on a pu avoir. Les premiers enseignements qu'on peut vous livrer, et je laisserai sans doute Younes, rebondir peut-être à la fin de cette slide. Donc, on a comment dire, des paradoxes. C'est assez fréquent, de toute façon, quand il s'agit de ces sujets. Des paradoxes entre l'action, l'envie d'action, la connaissance, la méconnaissance. Vous avez ici, donc, sur la partie droite, quelques verbatims qui nous ont été remontés. Et pour vous partager quelques chiffres, on a constaté qu'il y avait 70% des personnes qui reconnaissaient une forme de vulnérabilité dans la pratique de leur sport. Quasiment 80% de ces personnes qui se disent non préparées à faire face aux problématiques
qui vont se poser. Alors, c'est les problématiques au sens large, c'est des règlements climatiques, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on a parlé également raréfaction des ressources, on a parlé crise de biodiversité, on a parlé de tout un tas de risques qui vont se présenter et qui vont venir contraindre la pratique sportive. On a, par exemple, 37% des personnes interrogées qui ont déjà mis en place, qui entreprennent en tout cas des mesures pour s'adapter à ces complications. Et un chiffre qui est assez éloquent quand même tout en bas, puisque quand on parle de bilan carbone, on parle d'une comptabilité carbone et donc d'une façon de le mesurer. Et force est de constater qu'il y a quasiment 100% des personnes qui n'ont jamais fait de bilan carbone. Donc il y a un vrai enjeu en fait d'être en capacité de mesurer en fait ce que va peser en tout cas la pratique du sport, quel que soit en fait le sport qu'on pratique ou je dirais le maillon de la chaîne qu'on représente dans le sport. On peut être effectivement un élu local en charge des sports comme un patron de club. Younes, si tu veux rebondir à ce moment-là, je serais très heureux d'avoir un petit peu ton avis sur ta façon, je dirais, d'aborder le sujet à l'aune, en tout cas, de ton sport et puis peut-être tes craintes, en tout cas tes ressentis, je dirais, par rapport à tout ça. Oui, bien sûr, Simon. Donc, ravi. Moi, j'ai découvert les chiffres du coup ce matin. Ce qu'on voit effectivement dans la consultation au vu des résultats, alors qu'ils sont certes pas forcément représentatifs du monde du sport, mais qui nous donnent quand même une certaine indication sur le niveau de maturité du secteur du sport sur ces sujets-là. D'ailleurs, ravi d'être le seul athlète, entre guillemets, athlétisme représenté, j'ai vu sur l'arborescence. Moi, ce que j'observe quand je regarde les résultats, c'est une contradiction, pour reprendre tes mots, Simon, effectivement, entre d'un côté des acteurs du sport qui ont conscience des enjeux climatiques, comme on le voit, avec notamment 70% qui reconnaissent une vraie forme de vulnérabilité, dans le sens où ils comprennent que leur sport va être impacté et aussi un impact aujourd'hui. Mais de l'autre, honnêtement, certains chiffres, notamment le chiffre du bilan carbone de 95% qui m'a un peu étonné, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une conscience, mais que finalement cette conscience ne trouve pas l'action qui répond. Globalement, on a l'impression qu'ils ne se sentent pas prêts à y faire face, en tout cas aujourd'hui. 37% qui entreprennent des mesures d'adaptation. Je serais curieux d'avoir justement ce détail, si jamais dans les entretiens, justement, quelles ont été ces actions. Les mesures citées. On a une slide qui va reprendre ça. Ouais. Ah, super. Après, pour les verbatim, je trouve qu'ils sont assez intéressants. On a du coup un sportif visiblement de montagne qui commence à avoir peur sur certains sentiers. Donc on voit vraiment que cette vulnérabilité qui est exprimée, elle est vécue directement sur le terrain pour certains. On en a d'autres qui expriment un sentiment d'impuissance, notamment avec le deuxième verbatim. J'ai l'impression que seules des catastrophes pourront faire bouger les choses. On a ce sentiment un peu de Covid-friendly, j'ai envie de dire. On en a certains qui relativisent, qui sentent que leur part, elle est infime. Donc ça montre on va dire un sentiment de déresponsabilisation qu'on a l'habitude, ce mécanisme, on a l'habitude de le retrouver chez les shifters, peu importe le secteur. Pour avoir travaillé sur le rapport sur la santé, c'était un genre de verbatim qu'on retrouvait assez souvent quand on avait des personnes qui travaillaient dans des services hospitaliers qui disaient moi seul à l'échelle de mon service, ça va pas, je vais pas jouer sur l'impact de mon hôpital ou du système de santé. Et justement, en parlant de santé, on en a certains qui relient directement ça à leur santé. Alors ça, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que ça permet vraiment, je trouve, d'exprimer à la fois un ancrage et une transformation vers l'action. C'est de relier ces problématiques au sujet de la santé. Je vais citer le verbatim, c'est je ne veux pas crever d'un cancer, des poumons parce que je respire de la pollution au courant. On sait que quand on pratique de la course à pied ou n'importe quel sport, on a un volume d'oxygène respiré qui est beaucoup plus important, je crois de 10 à 20 fois en fonction de l'intensité du sport. Donc forcément,
quand on pratique le sport, notamment dans des milieux urbains, comme c'est le cas pour la plupart des sports, forcément, on est beaucoup plus victime et sujet à ce genre d'enjeux. Donc, ça peut être un vrai levier de passage à l'action. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'observe notamment auprès des clubs et des jeunes sportifs, que ce soit notamment les sports urbains, foot, rugby, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est là où on a cette conscience qui est moins forte. Aujourd'hui, les sportifs qui sont le plus engagés publiquement et qui sont le plus sensibles, en tout cas d'expérience, c'est les sports de pleine nature, de montagne, les sports d'eau notamment aussi, parce que c'est des sportifs qui sont au contact direct de la nature et qui peuvent en observer des conséquences, et parfois même, pour les sports de montagne notamment, l'évolution des conditions environnementales impacte la pratique du sport en elle-même. Donc il y a un vrai enjeu de résilience pour ces sports-là, et le sujet de la santé, en tout cas, je pense que c'est un vrai levier intéressant. En tout cas, pour conclure, parce que je parle beaucoup, ce qui ressort, c'est à la fois un mélange de lucidité pour beaucoup, et on le voit sur les chiffres, mais aussi d'impuissance. On a un secteur du sport aujourd'hui qui voit les signaux, peut-être faiblement pour certains, mais qui, en tout cas, n'a pas encore les clés visiblement pour agir. Et je pense que le rôle de cette consultation et du travail qui va être mené après, ça va être de justement transformer aussi trouver les leviers qui permettent de transformer cette conscience en action pour passer du constat à la transformation qu'a besoin le monde du sport aujourd'hui. Tout à fait. Je te remercie pour ce témoignage qui va tout à fait dans ce sens-là. On va étayer d'ailleurs ce que tu viens de dire avec ce fameux paradoxe. Ici, vous avez une superposition de notions, à la fois donc en vert, qui sont les données du Plan national d'adaptation au changement climatique, et en bleu, c'est les occurrences en fait de ces sujets, parce qu'ils sont classés par thématique. Donc vous avez plusieurs thématiques de risque. Et en fait, le nombre d'occurrences pendant ces 100 entretiens qu'on a menés. Et vous voyez en fait ici, donc sur la droite, les risques qui sont plutôt identifiés, compris, on peut rapprocher identifiés et compris, et puis plutôt sur la gauche, plutôt moins compris. Donc là où, par exemple, la crise des ressources, la perte de la biodiversité, l'érosion ou submersion côtière ne sont pas du tout, en tout cas dans les entretiens qu'on a pu avoir, des notions qui sont présentes à l'esprit, alors que les ressentis un peu plus immédiats, les sécheresses, les stress hydriques, les vagues de chaleur, etc., là pour le coup sont perçus et ressentis dans les sens. Donc il y a vraiment un écart entre les risques et dans ce qui est remonté, je dirais spontanément, par les personnes qui ont été interrogées. Il y a un petit laïus là, sur la partie droite qui remonte que 10% donc des personnes qu'on a interrogées s'inquiètent de la crise de la biodiversité. Bon, c'est un chiffre et une information à garder en tête. Des inquiétudes qui sont fortement économiques pour la plupart des personnes qu'on a interrogées. Donc, incapacité à faire, mais c'est surtout incapacité à maintenir un équilibre économique pour certains clubs, pour certaines organisations, pour certains équipements, enfin pour certaines entreprises du secteur privé, évidemment. Voilà. Et ici, un autre graphe pour mettre en avant le décalage qu'il peut y avoir entre des initiatives visibles versus des initiatives qui sont à impact. Ça, c'est un graphe qu'on aime bien montrer. Alors, elles sont en partie vertes, issues du rapport du Shift Project, donc sur le football et le rugby, qui a été présenté en début d'année 2025. Et en bleu, donc, les initiatives qui ont été déclarées par nos répondants, notre centaine de répondants. Donc, comment il faut le lire? Par exemple, vous voyez sur la droite qu'il y a 14% des initiatives qui nous ont été remontées qui concernent les déchets, là où l'impact carbone réel de la gestion des déchets n'est que de l'ordre de 1%. Et vous voyez un petit peu la problématique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Enfin, il y a des initiatives qui sont très visibles, mais qui malheureusement ne donnent pas le retour sur investissement qui devrait, en tout cas en termes de coût carbone. Voilà. Donc, la morale de cette histoire, c'est l'importance du bilan carbone
Et je reboucle avec le chiffre de tout à l'heure, les 95% qui n'ont jamais fait de bilan carbone. Donc on a une réelle nécessité, en tout cas c'est ce que montre un peu la superposition de ces slides, une réelle nécessité d'avoir le point de référence, le point de mesure, pour qu'on puisse parler le même langage et qu'on puisse orienter, prioriser des initiatives par rapport à d'autres. Aujourd'hui, l'initiative qui semble la plus importante en termes de poids carbone dans l'économie du sport, ce serait la mobilité, si je lis le graphe qu'on a ici, et qui est peut-être encore sous-investi par les personnes, en tout cas les organisations qu'on a pu consulter. Alors, juste une petite nuance, Simon, là-dessus. Donc, Oui. le rapport du chiffre, c'était uniquement sur le football et le rugby. Nous, Oui. on touche à plus de sports. Et l'autre deuxième nuance, c'est que, bon, mathématiquement, évidemment, c'est pas parfait. La part des initiatives qui sont déclarées, c'est pas forcément la part de l'impact sauvé grâce à l'initiative. Mais en tout cas, ça donne une direction sur les efforts qui sont réalisés. Merci pour la nuance. Tu as tout à fait raison. On marche un peu sur des œufs avec cette approche, mais c'est une traduction aussi d'un ressenti. Ouvrez des interviews. Tu parlais tout à l'heure de la nature en fait de ces initiatives, Younes. Donc il y en a quand même qui sont en place aujourd'hui. Alors avec quelle fréquence, avec quel niveau d'engagement, ça c'est ce qu'on pourra questionner, mais on a déjà des initiatives sur la mobilité, le développement du covoiturage, la réduction de certains déplacements, l'utilisation des mobilités douces, etc. On a des initiatives sur le sujet de l'alimentation, avec des circuits courts, des ravitaillements plus responsables, plus végétal aussi, avec des menus qui sont moins carnés. Un travail qui a été fait par certains organismes sur l'énergie et puis l'énergie des bâtiments principalement, en réduisant le chauffage, en étant plus sobre énergétiquement, en renouvelant et en adressant certains travaux de rénovation, notamment en toiture, etc. On a évidemment le sujet déchets qui est peut-être celui qui est le plus présent à l'esprit en fait, quand on parle de ces sujets-là. On a les sujets d'achat, je dirais, en tout cas de consommation, donc d'équipement, avec beaucoup de seconde main, beaucoup de upcycling, de recyclage, de réparation du matériel de façon générale. Et ça, je pense qu'il y a encore une géométrie très variable, en tout cas sur ces sujets, et on a moyen encore d'explorer, de le démocratiser davantage. Et puis, on a un sujet de gouvernance, de sensibilisation, avec des fresques, avec tout un tas d'ateliers et de moyens qui permettent de sensibiliser les pratiquants du sport, quels qu'ils soient parents des jeunes sportifs, comme du personnel au sein d'un service d'une municipalité. Donc, on a quelques verbatims à nouveau sur le côté droit. On peut lire. On a mis en place un guide de bonnes pratiques pour l'organisation des journées de championnat qui est plutôt bien respecté. Qu'est-ce que ça veut dire les bonnes pratiques pour l'organisation des journées de championnat? Est-ce qu'on réduit la notion de match aller-retour? Est-ce que on repense le calendrier d'une certaine façon? Est-ce que on encourage certaines mobilités avec des transports publics, etc. Donc, tout un tas de choses. Donc, la déclinaison et l'inventaire de ces initiatives est existant. La question, c'est effectivement à quelle fréquence et avec quel engagement en fait elles sont utilisées. On a aussi levé dans cette... Oui. Si je peux intervenir, Simon, sur Vas-y, la je t'en prie. précédente, il y a une notion qui est hyper intéressante là-dessus, dans les verbatims notamment, où on a une expérience de quelqu'un qui a lié le souci de pénibilité au sujet de l'écologie. Donc c'est, je sais pas si on peut dire intérêt composé, parce que c'est pas forcément le terme adapté, mais j'ai l'impression que, ouais, le co-bénéfice, pardon. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment la clé pour avoir travaillé avec la FFA sur des initiatives, que ce soit sur des événements, des campagnes de sensibilisation, même auprès des adhérents des clubs. Ce qui marchait le plus, c'était quand il y avait une démarche de co-bénéfice. J'ai vraiment l'impression que
dans le milieu du sport, là où les budgets, on le sait, et ils ont été aussi revus à la baisse aussi encore cette année, pour la plupart des sports d'ailleurs. Cette notion de co-bénéfice, je pense qu'elle est cruciale. Et je pense que dans les leviers à développer plus tard, ou même aujourd'hui, c'est une notion qu'il faut vraiment avoir à tête en permanence. Comment l'initiative que je vais mettre en place, qui va me réduire mon empreinte carbone ou diminuer ma consommation de ressources, elle va d'une manière ou d'une autre avoir un bénéfice sur ma pratique sportive, sur la manière dont je gère mes déplacements, mes compétitions. En tout cas, j'ai l'impression que ça marche. Est-ce qu'il faut uniquement ça, je ne sais pas. Je pense que il faudra plus que ça. Mais je pense que c'est une vraie réponse. Dans le secteur de la santé, c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné. Dans le secteur du sport, on l'a vu notamment, par exemple, à l'Equiden l'année dernière. C'était la première fois que la FFA organisait l'Equiden. Donc, c'est une compétition qui est organisée à Paris en partenariat avec la Maïf, qui regroupe à peu près 35 000 personnes, je crois, de mémoire. Et en fait, c'était la première année où il n'y avait pas de maillot, pas de t-shirt à l'effigie de la course qui était distribué. Et ça, c'était une initiative qui était forte de la part de la FFA, qui a un coût carbone qui est non neutre, aussi une empreinte eau aussi qui est non neutre. Et en fait, ça répondait à deux enjeux, forcément économiques en premier lieu, et écologique en deuxième lieu, même si l'argument écologique a été mis largement en avant, parce qu'il s'agissait d'une initiative qui était dans la feuille de route environnementale de la FFA, mais bien sûr, ça a aussi permis d'économiser de l'argent. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne dans le monde du sport et qui va perdurer sur les prochaines années et mois à venir. Bien sûr, ouais, mais je te remercie pour cet ajout. Effectivement, le sujet des co-bénéfices, c'est un levier pour l'adhésion. Et le sujet économique, il est assez souvent trouvé, en fait. Quand on limite du gaspillage, en fait, en bout de chaîne, on arrive souvent à ne pas gaspiller des euros aussi. Donc, c'est une approche qui se tient. Et je me dis, si on a un peu de temps, je ne sais pas si Simon, Mehdi ou Alan voulaient donner votre sentiment sur l'écart de perception des risques par rapport aux risques identifiés. Je ne sais pas si vous avez des retours d'expérience dans d'autres secteurs que le secteur du sport ou dans le secteur public de manière générale, enfin, je veux dire, citoyen. Est-ce que vous observez des disparités par rapport à la conscience collective hors sport, où finalement on est sur des résultats qui sont assez similaires? Je serais curieux si vous avez des éléments de réponse là-dessus. Alan, est-ce que tu veux répondre? Écoute, moi, j'ai pas le recul suffisant pour affirmer l'un ou l'autre. Du coup, pour le coup, je préfère m'abstenir. En réalité, je ne sais pas. Non, c'est une bonne question et je pense que ça vaudrait le coup de faire l'effort sur d'autres secteurs. Et c'est aussi une des priorités des shifters d'organiser plusieurs grandes consultations. On a une grande consultation des élus qui est prévue, de la santé et de pas mal d'autres secteurs. Donc, on pourra te dire ça dans les mois qui viennent, Younes. Avec plaisir. Ouais, ça m'intéresse vraiment, ça, pour le coup. Je vous parlais tout à l'heure des freins, les trois grands freins qui sont mis en avant en fait sur voilà, justement le constat versus l'action. Et ces trois grands freins, sans grande surprise, on retrouve le manque de soutien de la part de certaines fédérations, des pouvoirs publics, le manque de moyens humains et financiers. Hein, on parle bien des deux parce qu'en fait, il y a aussi des notions de qui incarne en fait cette nouvelle initiative, cette nouvelle façon de faire, comment elle est défendue, parce que porter ça un peu de façon solitaire n'est jamais aisé, en tout cas dans certains milieux. Et enfin, comment on transforme culturellement la pratique sportive, quels sont les nouveaux narratifs qu'il faut mettre en avant, les nouvelles façons de reconnaître le succès, de reconnaître le sport en fait comme vecteur et comme facilitateur social. Donc voilà, recherche de performance versus du confort et du plaisir. Donc il y a une transformation culturelle qui est très forte et à certains égards, ça peut être perçu comme un frein.
Il y a un verbatim qui le dit assez bien tout en bas, je ne veux plus passer pour la relou de ma fédération parce que j'agis pour la protection de la planète. Voilà. Ça, c'est une posture effectivement désagréable, évidemment, pour la personne qui veut et qui est convaincue. Et donc, ça peut générer effectivement une inaction en bout de chaîne. Merci Simon. Je profite aussi de ce moment lors de cette conférence de presse pour vous parler du questionnaire qui a été lancé pour le sport amateur. Donc concrètement, cette phase qualitative qu'on vient de vous présenter, elle nous a permis de définir un questionnaire qu'on a raffiné, de prioriser aussi le sport amateur comme la cible qui justement avait le plus besoin de soutien. On voit dans les contraintes et besoins qui ont été exprimés. Et ce qu'on souhaite faire en réalité, c'est aller encore plus loin dans l'analyse en leur posant des questions directement. Notre objectif est de toucher 2000 responsables de clubs amateurs en priorité, qui puissent exprimer justement leurs besoins, idéer certaines solutions et 30 000 sportifs amateurs. On a réalisé ce questionnaire et on le diffuse en partenariat avec l'ensemble des fédérations sportives nationales. Vous avez certains exemples qui sont affichés à l'écran, avec le ministère des Sports et pas mal d'autres partenaires qui ont fait des retours, partenaires associatifs notamment. Donc le lien du questionnaire est disponible sur ce QR code que vous voyez là. On pourra le mettre aussi en commentaire lorsqu'on publiera cette vidéo. Et puis on souhaite avoir le plus de réponses possible, donc n'hésitez pas à diffuser très largement autour de vous. Je vous remercie pour votre temps. Donc je vous remets ici le lien vers le questionnaire en QR code et pareil pour le rapport intermédiaire qui est officiellement disponible en ligne. Donc vous pouvez y accéder et n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Merci aussi à l'ensemble des panélistes aujourd'hui. Donc merci à Younes, merci Alan, merci Dimitri, merci Simon. Et puis je vous dis à très vite.